Alors, donc, on continue la suite donc, du chapitre sur les matrices. Donc, on a défini l'addition et la multiplication externe entre les matrices du même type. Et on a vu que l'ensemble des matrices du type NP, qui ont n lignes et p colonnes pour n et p fixés, munis de l'addition entre les matrices et la multiplication externe, est un espace vectoriel sur K. Maintenant, on va donc voir une autre opération entre les matrices. On va voir comment on va définir le produit des deux matrices. Donc, on commence par prendre une matrice, si on prend une matrice ligne, de la forme A1, A2, une matrice ligne, on va jusqu'à, par exemple, jusqu'à P. Matrice qui a une ligne et P colonne. Si on prend une autre matrice, mais cette fois une matrice colonne, les coefficients, on va les appeler B1, B2, jusqu'à B indice P. Imaginons qu'on prend deux matrices sous cette forme-là. Ça, c'est une matrice ligne qu'on va appeler L. Ça, c'est une matrice colonne qu'on va appeler C. Là, on va de 1 jusqu'à P. Donc, on a P coefficients. Et là, on va de 1 jusqu'à P, on a P coefficients. Donc, on peut, à partir de ces deux matrices, former la quantité A1 fois B1 plus A2 fois B2 plus, on va jusqu'à, puisqu'on a le même nombre de coefficients, jusqu'à AP fois B indice P. Donc à partir d'une matrice ligne et d'une matrice colonne, je peux faire qui ont le même nombre. Là, L, il a le nombre de colonnes, c'est P, et C, il a le nombre des lignes, c'est P. Donc le P qui est là, ça doit être le même que celui-là. Donc à partir de ces deux matrices, une matrice ligne, une matrice colonne, je peux construire cette quantité-là, que je peux écrire sous la forme L fois C. Et ce produit n'est possible que lorsque le nombre des colonnes de la matrice L égale le nombre des lignes de la matrice C. Donc ça, ce produit-là, on va le généraliser entre des matrices. Mais cette fois, on va prendre A, une matrice d'ordre NP, donc une matrice A de cette forme-là. Donc, les coefficients, on va les appeler les A et J. Donc là, c'est A11, A12, on va jusqu'à A1P. Donc, A est la P colonne. On va descendre jusqu'au dernier. Ici, c'est AN1, AN2, on va jusqu'à ANP. Ça pour la matrice A. Imaginons qu'on prend une autre matrice P, qu'on va écrire un peu plus haut ici. Et donc, les coefficients donc, sont les BST. Donc, B11 va être ici. B2, 1, deuxième ligne, première colonne ici. On descend jusqu'à, puisqu'on a P ligne, donc on va jusqu'à P1, première colonne. Et on va continuer jusqu'à la dernière colonne. Donc c'est là la ligne 1 et la colonne, donc c'est M. Là, on descend jusqu'au dernier, donc B indice P, la P-ième ligne et la I-ième colonne.
le nombre des coefficients qui sont ici, c'est P. Le nombre des coefficients qui sont ici sur la colonne, sur une colonne de B, c'est P. Donc on peut, à partir de cette ligne et de cette colonne, faire le produit, et on va avoir ici un coefficient, comme celui-là. Donc, cette ligne avec cette colonne. La même chose, on va la faire avec la deuxième colonne ici, et on va continuer jusqu'à la dernière. On va avoir ici un coefficient. Ce qu'on a fait pour cette ligne, on le fait pour la deuxième ligne. Donc, pour la deuxième ligne, donc on peut faire le produit avec les colonnes qui sont ici. On va avoir d'autres coefficients ici. Donc jusqu'à la dernière ligne, ici on va faire le produit, on va avoir des coefficients ici, dans l'intersection. C'est-à-dire on va avoir une matrice. On va avoir une matrice. Cette matrice, elle a le nombre des lignes de A, c'est-à-dire on va avoir donc de 1 jusqu'à n, donc n lignes. Et là, les colonnes suivant le nombre des colonnes de B. Donc il va avoir donc de 1 jusqu'à n. Donc cette matrice-là, il va avoir donc n lignes, le nombre des lignes de A. Il va avoir m colonnes, le nombre des colonnes de B. Donc de cette façon-là, donc on peut, à partir d'une matrice A qui appartient à mn de P de K, et d'une matrice B qui appartient à M indice P M de K, construire une matrice d'ordre NM qui appartient à MN M de K. Donc cette matrice-là, on va l'appeler la matrice produit de A fois B. Par exemple, le coefficient qui est là, C11, c'est cette ligne fois cette colonne. Produit qui est là. En fait, c'est comme si un produit scalaire. Produit scalaire de ce P uplé avec ce P uplé, puisqu'ils ont le même nombre de coefficients. Donc on va voir. Donc on définit donc le produit C des deux matrices A et B par AB égale à une matrice C qui appartient à MN M de K. Les coefficients de la matrice C, ce sont, on va les appeler des CHK. H, il va varier entre 1 et n, le nombre des lignes de A, et K, il va varier entre 1 et M, le nombre des colonnes de B. Et d'après, si on revient ici en arrière, par exemple, si on veut les coefficients CHK, ils sont définis de cette façon-là. CHK, c'est égal. Là, on fait la somme de 1 jusqu'à P. Donc, on fait varier J de 1 jusqu'à P. Donc, on va avoir A, H1 qui multiplie B1, K plus A, H2 qui multiplie B indice 2K. Et on va continuer comme ça. On va jusqu'au dernier, parce que J égale à P, donc A, H, P, qui multiplie B indice P, K. Si on regarde les coefficients, les A et J qui sont ici, donc AH1, AH2 jusqu'à AHP. Donc ce sont les coefficients de la ligne LH, de la matrice A. Si on regarde les B et J, donc B1K, B2K, jusqu'à B indice PK. Donc ce sont les coefficients de la même colonne, la colonne d'indice K. Donc ça c'est le produit de la ligne LH de A avec la colonne CK de B. C indice HK, c'est le produit de la ligne LH de A avec la colonne CK de B. C'est ce qu'on a expliqué ici avant. Si on veut le coefficient CHK, donc il faut faire le produit de la ligne
H de A avec la colonne K de B. Par exemple, ce coefficient-là, c'est C11, c'est le produit de la première ligne de A avec la première colonne de B. C12, le produit de la première ligne de A avec la deuxième colonne de B. Le produit qu'on a vu ici. Et comme ça, donc, on a le produit de la matrice A fois B. Donc, un exemple tout de suite. Donc, on a la matrice A et la matrice B. Donc, A, il est du type, il est d'ordre 2, 3. B, il est d'ordre 3, 4. Donc ici, pour définir A fois B, il faut absolument que le P qui est là soit le même que le P qui est là. Donc P ici c'est 3, donc ici on doit avoir 3. Le nombre des colonnes de A doit être égal au nombre des lignes de B. Donc c'est comme ça qu'on vient définir le produit. Donc le produit AB, il est possible et il va être d'ordre 2. Donc le 2 qui est là et le 4 qui est là. D'ordre 2, 4. Donc le produit va avoir 2 lignes et 4 colonnes. Une matrice qui a 2 lignes et 4 colonnes. Donc 2 lignes et 4 colonnes. Donc les coefficients vont être de la forme C et J, avec I qui va varier entre 1 et 2, et J qui va varier entre 1 et 4. C'est-à-dire on va devoir calculer C11, C12, C13, C14, et ensuite C de 1, C de 2, C de 3, C de 4. Donc commençons par calculer C11. C11, donc première ligne de A avec la première colonne de B. La première ligne de A avec la première colonne de B. On fait le produit. C'est-à-dire on prend ce triplet-là, avec ce triplet-là, on fait le produit scalaire. Donc 1 fois 4, 1 qui multiplie 4, plus 0 qui multiplie 0, plus moins 1 qui multiplie moins 2. Donc 1 fois 4, 0, 0, plus moins 2 fois moins 1. Et on fait le calcul tout simplement, ça fait 6. Le coefficient, c'est 1, 2. Donc première ligne, deuxième colonne. Première ligne avec la deuxième colonne ici. On refait la même chose, donc on va avoir 1 fois 1, 0 fois 7, et moins 2 fois 3. Moins 2 fois 3. On fait les calculs, on obtient moins 5. Donc on continue, on a donc ces coefficients-là. Donc C11, C12, C13 vont être les coefficients de la première ligne. Les 4 coefficients de la première ligne. Du produit A, B. De la matrice A, B. Ensuite, on va calculer les autres coefficients. C de 1, C de 2, C de 3, C de 4. De la même façon, donc C de 1, C de 2, C de 3, C de 4. Et ainsi, donc on a le produit A fois B qui est une matrice du type de 4. Donc quelques propriétés du produit entre les matrices. Ces propriétés-là, donc on les démontre facilement, mais il faut du temps, en utilisant juste la définition. Donc soit A, une matrice du type NP, U, V, deux matrices du type PQ. Donc puisque A, U et V sont du même type, donc on peut faire U plus V. U plus V, ça va être une matrice du type PQ. Et puisque A est du type NP, donc on peut faire le produit A fois cette matrice-là. Puisque le nombre des colonnes de A, c'est égal au nombre des lignes de U plus V. Donc ce produit-là, il est possible. D'autre part, A est du type NP, U est du type PQ. Donc on peut faire le produit. Et cette matrice-là, elle va être du type NQ. Va être du type NQ. La même chose, A est du type NP, V est du type PQ, donc on peut faire le produit ici. Ça va être une matrice du type NQ. Et là, on a dit que U plus V est du type PQ. Lorsqu'on fait le produit avec A, à gauche, ça va être une matrice aussi du type NQ. Donc cette matrice-là appartient à M indice NQ. La somme ici elle appartient à M indice NQ. Et on vérifie que ces deux matrices elles sont égales. C'est-à-dire on va avoir les mêmes coefficients.
ces deux matrices, ils vont être des matrices égales. C'est-à-dire que le produit des matrices, lorsqu'il est défini, il est distributif par rapport à l'addition. A qui multiplie la somme U plus V, c'est la même chose que A fois U plus A fois V. Donc c'est vrai à gauche lorsque c'est défini, c'est aussi vrai à droite. Donc on a quelque chose de la forme U plus V qui multiplie une matrice B. U plus V est du type PQ. Donc la matrice B, elle doit être du type QM. Du type QM avec B du type Q. Ici on doit avoir Q pour que le produit ici soit défini. Et là, un coefficient quelconque. Donc U plus V fois B, c'est la même chose que U fois B plus V fois B. Donc le produit entre matrices, lorsqu'il est défini distributif à gauche par rapport à l'addition, il est aussi distributif à droite par rapport à l'addition. Donc de même à droite lorsque le produit existe, ce qui montre que le produit est distributif par rapport à l'addition. Maintenant, si on prend une matrice du type NP, B une matrice de type PQ, et une matrice du type QR. Donc A fois B c'est défini, puisque là on a un P et là on a le même P. Donc A fois B va être une matrice du type, il va être dans MNQ. Cette matrice va être dans MNQ. N ici, il hérite le nombre des lignes de A, et là le nombre des colonnes de B. Ensuite, C, il est du type QR. Cette matrice-là, il est du type QR. Donc le produit ici va être du type N. Là, c'est un R. Le produit va être du type, ce produit-là, tout ce produit-là, va être une matrice qui va être du type NR. Va être dans MNR. Ici, B fois C. Donc B est du type PQ. C est du type QR. Donc B fois C va être du type PR. Donc cette matrice-là, il est du type PR. Donc cette matrice est du type PR. A, elle est du type NP. Donc la matrice A est du type NP. Donc on peut faire le produit A fois ce produit-là, B fois C. Et ça va donner une matrice du type NR. Donc ce produit-là va être une matrice du type NR. Donc cette matrice-là est du type NR, cette matrice-là est du type NR. Ils sont donc dans le même espace, mais en plus, ils sont égales. Ces deux matrices-là, ils sont égales. Soit qu'on fait le produit A fois B, ensuite C, ou bien on fait B fois C, et ensuite on multiplie par A à gauche, on obtient la même matrice. Ce qui montre que le produit entre les matrices, il est associatif. Mais attention, le produit entre les matrices n'est pas commutatif, on va le voir dans la suite après. Maintenant, soit E et F, deux cas espaces vectoriels, deux bases respectives, B une base de E et C une base de F. Donc là, ça veut dire que E va être de dimension P et F, il va être de dimension N. Donc si on prend F, une application linéaire de E dans F, donc pour chaque EJ, ici, c'est-à-dire pour EJ avec J entre 1 et P, on va calculer F de EJ. F de EJ, c'est un vecteur de F. Donc F de EJ, c'est un vecteur de F. Et comme F, on a pris comme base de F la base C. Donc pour F de EJ, ce F de EJ va s'écrire. F de EJ va s'écrire A1, F1, A2, F2, jusqu'à AN, Fn. Il va exister des coefficients qui sont les coordonnées, qui sont uniques, les coordonnées de F de EJ dans la base C. Donc on va de A1, F1 jusqu'à AN, Fn. Mais en plus, ces coordonnées, ils dépendent de EJ, c'est-à-dire dépendent de l'indice J qui est là. On va mettre un J ici en deuxième position pour indiquer que les coefficients qui sont ici sont les coordonnées de F de EJ.
Donc les coordonnées de f de E1, c'est A1, 1, A2, 1 jusqu'à N1. Les coordonnées de f de E2, c'est A1, 2, A2, 2 jusqu'à N2. Donc chaque f de EG, il a ses coordonnées. Et là, le J, on l'a mis dans la deuxième position, c'est pour mettre ces coefficients se forme d'une colonne. On va les mettre dans une colonne. Et on va donc obtenir une matrice M dont les coefficients sont les A et G, qu'on note par la matrice de F par rapport aux bases B au départ de E, et C, c'est la base d'arrivée de F. Cette matrice-là, qui est obtenue à partir de ces coefficients-là, on l'appelle la matrice de l'application linéaire F relativement aux bases B et C. Donc on voit que la définition de M, il dépend de la base B et la base C. Et si on change de base, la matrice il va changer. Dans le cas où E égale F, c'est-à-dire l'espace de départ égale l'espace d'arrivée, et aussi si on prend la base C, c'est la même que la base B, la base de l'arrivée, on va la prendre la même que la base de départ. Donc dans ce cas-là, la matrice de F par rapport à BB, on la note tout simplement comme ça, un seul B. Lorsqu'on a un seul B ici, ça veut dire qu'on prend la base B au départ et à l'arrivée. C'est-à-dire on calcule F des EI en fonction des EI. Et on écrit leurs coordonnées dans une matrice. Mais on peut avoir E égale F, mais pas forcément ici la même base. La base B, on choisit une base au départ et une autre base à l'arrivée. Mais lorsqu'on choisit ici la même base, on n'écrit pas deux fois BB, on écrit tout simplement la matrice de F par rapport à la base B. Donc quelques exemples simples. Donc soit F, l'application qui va de R en R3, qui a X associé le triplet 2X, 0, moins 3X. R et R3 sont des espaces vectoriels sur R, et F est bien une application linéaire parce que si on fait F de X plus Y, là on va avoir 2X plus 2Y, 0, là moins 3X moins 3Y, c'est-à-dire on va avoir c'est égal à F de X plus F de Y. Si on fait F de lambda X, on va avoir ici 2 lambda X, 0, moins 3 lambda X, donc on peut faire sortir le lambda, et ça donne lambda F de X. Donc F, il est facile de voir que c'est une application linéaire. On va fixer une base de R, donc R dimension 1 sur R, donc sa base canonique, on va choisir E1 égale 1, tout simplement, c'est la base canonique de R. Donc tout réel, il s'écrit x.1, ça c'est évident, et dans R3, donc la base canonique, on la connaît, donc elle est formée par les triplets F1, 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1, qui sont les vecteurs de la base canonique de R3. Alors, si on fait F de 1, on a un seul vecteur de la base de départ, c'est E1, on va calculer F de 1. F de 1, c'est F de 1, F de 1, ça fait 2, 0, moins 3. Ce vecteur de R3, il faut l'écrire dans la base d'arrivée, c'est-à-dire dans cette base-là. Dans cette base-là, puisque c'est la base canonique, donc normalement, il faut écrire ça égal à alpha F1 plus bêta F2 plus gamma F3 et faire les calculs. Mais dans la base canonique, les composantes qui sont ici, automatiquement, sont les coordonnées dans la base canonique. C'est-à-dire que ça, c'est écrit E de F1 plus 0 F2 plus moins 3 F3. Et donc, les coordonnées de F de E1 dans la base d'arrivée sont 2, 3, 0, moins 3, qu'on écrit sous forme d'une colonne. On a une seule colonne, puisqu'on a un seul vecteur dans la base de départ. Et donc, cette matrice-là, c'est la matrice de F par rapport aux bases B et C, les bases qu'on a fixées. Un deuxième exemple, soit G qui va de R2 de X, l'espace des polynômes de degré inférieur égal à 2, dans l'espace des polynômes de degré inférieur égal à 1. On va définir G, G il est défini par G de P, c'est G d'un polynôme qui est de degré O plus 2, par définition c'est égal à sa dérivée, prime. Donc la dérivée de ce polynôme-là, c'est A1 plus 2A2x. Donc l'image d'un polynôme de cette forme-là est un polynôme de cette forme-là. L'image d'un polynôme de degré inférieur égal à 2 est bien un polynôme de degré inférieur égal à 1. Donc j'ai bien une application de R de x dans R1 de x. Et en plus, il est linéaire. Parce que G de alpha P plus Q, c'est la dérivée du polynôme alpha P
plus Q. Et on sait que la dérivée, c'est une opération linéaire. C'est-à-dire que ça, c'est égal à alpha P' plus Q', c'est-à-dire c'est alpha G de P plus G de Q. Donc, l'application G est bien une application linéaire. Donc, il va falloir déterminer sa matrice. Mais pour déterminer sa matrice, il faut d'abord fixer des bases. On va prendre la base de départ, on va prendre la base canonique. Ici, c'est 1xx au carré. Et dans R1, on va aussi prendre la base canonique de R1, qui est formée par les polynômes 1x. Donc là, on peut changer, on prend d'autres bases, mais pour l'exemple, on prend B, c'est cette base, et c'est cette base. Donc la matrice de G par rapport à la base B et C, c'est égal à ça. Pourquoi? Parce que on commence par calculer les vecteurs de la première base. Donc on doit calculer G de 1, G du polynôme x et G du polynôme x carré. Donc G de 1, si la dérivée du polynôme 1 c'est 0, G de x, si la dérivée du polynôme x c'est 1, G de x carré, si la dérivée du polynôme x carré c'est 2x. Donc ça c'est le vecteur nul, donc c'est coordonné automatiquement 0, 1 plus 0, x dans cette base. Le 1 dans cette base-là, il s'écrit 1, le 1 de k point le polynôme 1 plus 0, le réel 0 point le polynôme x. Le 2x, il va s'écrire le 0 de k point le polynôme constant 1 plus 2 points le polynôme x. Donc on voit que les coordonnées de G de 1 c'est 0, 0, on les écrit dans la première colonne. G de x, ses coordonnées c'est 1, 0, on les écrit dans la deuxième colonne. G de x carré, ses coordonnées c'est 0, 2, on les écrit dans la troisième colonne. Donc la matrice de G par rapport aux bases B, c'est une matrice à 2 lignes et 3 colonnes. Un troisième exemple, si on prend l'application qu'on appelle identité de E. Avec E, un espace vectoriel quelconque est tel que l'identité indice de E dans E est définie de cette façon-là. L'identité indice E de X, c'est égal X. Donc la même image, l'image de X, c'est X lui-même. Donc on lui donne comme image lui-même. Donc E, dans ce cas-là, on le prend de dimension finie. Et B, une base de E. Donc B, on va la prendre qui contient les vecteurs donc E1 jusqu'à En. Le vecteur E1 jusqu'au vecteur En. Pour J entre 1 et N. Donc pour trouver la matrice de cette application qu'on a appelée l'identité, qui est bien une application linéaire, hein, puisque l'identité de alpha x plus bêta y, c'est égal à alpha x plus bêta y. Donc c'est égal à alpha l'identité de x plus bêta l'identité de y. Il est automatiquement linéaire, c'est évident. Donc pour donner la matrice de l'identité par rapport à la base B. Donc ici, base B au départ et à l'arrivée. Donc il faut calculer les images d'EJ et les écrire dans la base B. Donc pour chaque J entre 1 et N, l'identité de EJ, ça reste EJ. C'est égal à EJ. Et EJ dans la base B, donc d'après l'unicité d'écriture dans une base, donc si on prend par exemple l'identité de E1, c'est égal à E1. E1 dans la base B, donc ça, il s'écrit alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 jusqu'à alpha n En. Par unicité de l'écriture, c'est automatiquement 1 point E1 qui donne 1, plus les autres obligatoirement sont des 0. 0 E2 jusqu'à 0 En. 0.En. Donc les coordonnées de E1 dans la base B, automatiquement, sont 1, 0, 0, jusqu'à la fin, il n'y a que des 0. Donc les coordonnées de l'identité de E1 dans la base B sont là, 1 et ensuite des 0. La même chose pour l'identité de E2. Donc ça fait le vecteur E2
puisque l'image de x c'est x. Et ça, d'après le style d'écriture dans la base B, c'est 0, E1, plus 1, E2, plus 0, E3, et donc jusqu'à 0, En. Donc les coordonnées sont là, on les écrit ici, donc 0, 1, et ensuite des 0. Et lorsqu'on continue, on va jusqu'à l'identité de En, donc des 0 partout, sauf ici en dernier, on a 1. Donc là, on voit qu'on obtient une matrice qui est une matrice carrée. Sur la diagonale ici, on a des 1 partout, et ailleurs, on a des 0. Cette matrice-là, on l'appelle la matrice identité. C'est la matrice identité d'ordre N. Donc la matrice d'ordre identité d'ordre 1, c'est tout simplement la matrice qui contient un seul coefficient, 1. La matrice identité d'ordre 2, c'est une matrice qui est carrée d'ordre 2, il contient 1, 0, 0, 1. Donc des 1 sur la diagonale, 0 ailleurs. Et 3, donc on va voir 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, et ainsi de suite. Donc là, on a un théorème, donc soit donc F et G, deux applications linéaires qui vont de E dans F. Et G, une application linéaire qui va de F dans G. Donc des applications linéaires sur des espaces vectoriels, des K espaces vectoriels, des espaces vectoriels sur le corps K, qui est fixé à l'avance. Et E, F, G, donc des espaces vectoriels de dimension infinie. Là, on prend des bases. B1 une base de E, B2 une base de F et B3 une base de G. Donc là, puisque F, il va de E dans grand F et G, il va de grand F dans G, donc on peut composer et on va avoir l'application ici G rang F. Puisque G est linéaire, F est linéaire, on sait que la composée de deux applications linéaires est une application linéaire. Donc l'application linéaire G en F, elle va de E dans G. Donc on a le droit de chercher à calculer la matrice de l'application G en F par rapport à la base B1 de E et la base B3 de G, espace d'arrivée. Donc ça c'est une matrice qu'on peut appeler A. L'application G, il va donc de F dans G. F il a comme base B2, G il a comme base B3. Donc cette matrice-là, c'est une matrice B. Et on a aussi le droit de parler de la matrice de F par rapport à la base B1 de E et la base B2 de F. Cette base, on peut l'appeler C. Donc on vérifie, on démontre que la matrice A est égale à la matrice B fois C. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que la matrice de G en F, par rapport à des bases fixées, c'est la matrice de G que multiplier la matrice de F. C'est un résultat très intéressant qu'on va voir ces applications dans la suite. De la même façon, là, si on prend alpha et bêta des éléments de K, F et H sont des applications linéaires de E dans F. Donc, on sait que si on a des applications linéaires, leur combinaison est une application linéaire. Donc, alpha F plus bêta G appliqué à un vecteur x, c'est alpha.f de x plus bêta.h de x. Et ça, c'est bien une application linéaire qui va de E dans F. Donc là, sa matrice par rapport à la base B1 de E au départ et la base B2 de F à l'arrivée, ça, ce n'est autre que alpha point la matrice ici. Cette matrice, on l'appelle par exemple U. Cette matrice, on l'appelle V. La matrice de H, on l'appelle V. Cette matrice-là, on peut l'appeler W. Donc, la matrice de la combinaison linéaire de alpha F plus bêta H n'est autre que la combinaison linéaire alpha.U plus bêta.V. Ça aussi, c'est un résultat très intéressant. Là, l'addition ici, c'est entre des applications linéaires. C'est une combinaison linéaire d'applications linéaires. Donc, la matrice du combinaison linéaire d'applications linéaires
et la combinaison linéaire de leur matrice. Le point qui est là, c'est une multiplication externe de alpha par une matrice. Là, c'est la somme entre les matrices, et là, c'est une multiplication externe d'une matrice. Ici, à l'intérieur, c'est la somme entre des morphismes et la multiplication d'un morphisme par un scalaire. Donc, là, un petit exemple. Donc, si on prend f, l'application linéaire qui va de R carré dans R3 qui est définie de cette façon-là. G, l'application linéaire qui va de R3 dans R3 qui est définie de cette façon-là. Ce triplé, on a celui-là. Donc, G rond f. Si on veut calculer G rond f, donc G rond f, il va de R carré dans R3. Donc, si on veut calculer G rond f d'un couple, donc ça fait G de f de x. F de x, donc c'est ce tripli-là. On lui applique G, donc G de U, V de V. On prend ici V au départ, U ensuite et 0. Donc ici V ici, U ici et ensuite 0. Donc finalement, G d'un tripli XY, d'un couple XY, c'est le tripli qui est là. Donc sur F, je répète, il va de R carré dans R3. Donc par rapport aux bases canoniques, on a. Là, on va travailler par rapport aux bases canoniques. Là, on ne va pas écrire les bases. C'est dit ici. Donc la matrice de F par rapport à la base canonique de R carré et la base canonique de R3. Donc il faut calculer, donc sur des brouillons, il faut calculer F de 1, 0, le premier vecteur de la base canonique, et F de 0, 1, le deuxième vecteur de la base canonique de R carré. F de 1, 0, on utilise la définition, là, x c'est 1, y c'est 0, donc ça va faire le triplé 1, 1, 2. F de 0, 1, ça va faire moins 1, y c'est 1, 1, x c'est 0, ça fait ça. Donc, ce vecteur-là, il faut l'écrire dans la base canonique de R3. Dans la base canonique de R3, on sait qu'un triplé de la forme ABC, ses coordonnées sont A, B et C automatiquement. Donc les coordonnées, on va avoir ici 1, 1, 2. Là aussi la même chose, on va voir moins 1, 1, 0, moins 1, 1, 0. C'est parce que, je répète, on travaille par rapport à des bases canoniques. Si on a d'autres bases, il faut faire les calculs. Il faut écrire ça sous la forme alpha. Alpha F1 plus bêta F2 plus gamma F3 et calculer alpha, bêta, gamma en résolvant un système qu'on obtient après. Là, pour la matrice de G, par rapport à la base canonique de R3, là on travaille sur 3, donc la base canonique, il faut calculer donc G de 1, 1, 0, 0, le premier vecteur, G de 1, 0, 0, ça fait 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ce sont les coordonnées de G de 1. Là, pour calculer l'image du deuxième vecteur, donc c'est G de 0, 1, 0. G de 0, 1, 0. On va voir ici 1, 0, 0. Ils sont là, ces coordonnées. 1, 0, 0. G de 0, 0, 1 pour W, ça fait 0, 0, 0. Donc on obtient toutes les coordonnées sont nulles. Donc la matrice de G par rapport à la base canonique de R3, c'est cette matrice-là. Ensuite, si on calcule la matrice de G rond F, on revient à G rond F, on va calculer G rond F de, il faut calculer G rond F de 1, 0. G rond F du couple 1, 0. Donc, G rond F du couple 1, 0, ça fait 1 plus 0, 1 moins 0 et 0. Donc, ça va faire 1, 1, 0. Si on calcule G rond F de deuxième couple, c'est-à-dire 0, 1, deuxième vecteur de la base canonique, donc on remplace ici, x c'est 0, y c'est 1. On va avoir 1 moins 1, 0. On va avoir 1 moins 1, 0. Ces deux vecteurs, il faut les écrire dans la base canonique de R3. Leurs coordonnées sont automatiquement les composantes qui sont ici. Donc 1, 1, 0, il est là, première colonne. 1 moins 1, 0, il est là. Donc ça, c'est la matrice de G rond F. D'autre part, si on fait le produit matrice de G fois la matrice de F, on vérifie facilement que c'est égal à cette matrice-là. Ce qui est normal parce que ça, c'est un théorème. La matrice de la composée, c'est le produit des matrices.
Et là, c'est juste une petite vérification. Donc si on prend cette matrice-là, si on prend cette colonne, on la multiplie par cette ligne, ça va nous faire 1 fois 0, plus 1 fois 1, plus 2 fois 0, ça fait 1, il est là. Ensuite, cette colonne avec cette ligne, ça fait 1 fois 1 plus 2 0, il est là. Ensuite, cette colonne avec cette ligne qui contient 0, ça va faire 1, 0. Ensuite, cette colonne avec cette ligne, ça fait moins 1 fois 0, plus 1, plus 0, donc ça fait 1. Ensuite, cette colonne avec cette ligne, moins 1 fois 1, plus 2 0, ça fait moins 1. Ensuite, cette colonne avec des 0, donc ça va faire des 0. Donc on a bien la matrice de G fois la matrice de F est égale à la matrice de G rang F. Et pour la combinaison linéaire, si on prend H de XY défini de cette façon-là, c'est une application linéaire qui va de R carré dans R3. Et on prend l'application F qui est déjà définie en haut. Si on prend l'application linéaire 7F plus H, 7F plus H appliqué à XY, c'est 7FXY plus HXY. 7FXY, c'est 7 points de tripliqué là, ça c'est F de XY. H de XY, il est là, on l'a réécrit. On fait le calcul qui est là, en regroupant, en faisant la somme de ces triplés là. On va avoir finalement 4x moins 7y, 8x plus 9y, 19x plus y. Donc ensuite on calcule la matrice de cette application linéaire par rapport à aux bases canoniques de R carré de R3. C'est-à-dire on va calculer l'image de 1, 0, l'image de 1, 0, donc x c'est 1, y c'est 0. Donc on va voir ici 4, 8, 19. Ils sont là, les coordonnées. Et l'image c'est 7f plus h du couple 0, 1, c'est-à-dire x c'est 0, y c'est 1. On va voir moins 7, 9, 1. Moins 7, 9, 1. Et donc la matrice de 7f plus h, c'est cette matrice-là. D'autre part, si on fait 7 fois la matrice de f plus la matrice de h, on va obtenir la même chose. On va obtenir ici la même matrice. Donc tout le travail qu'on a fait ici, c'est pour des bases canoniques fixées à la base. Ensuite, donc si on prend un x qui appartient à E, de coordonnées x1 jusqu'à xp, dans la base B. Donc l'image de x par l'application f va être donnée par la formule suivante. Donc f de x est égal. X dans la base B, il va s'écrire comme ça, puisque ses coordonnées sont x1, x2 jusqu'à xp. Donc x il s'écrit comme ça. Donc son image f, il va s'écrire x1 f de 1 plus x2 f de 2 jusqu'à xp f de ep. Puisque f est une application linéaire. F d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Comme chaque EJ, f de EJ, on a, il s'écrit A1 JF1, A2 JF2 jusqu'à AN JFN. Là, les A, I, J sont les coordonnées de f de EJ. On remplace ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? F de x va être égal, f de x égale x1, f de E1. F de E1, on va l'écrire à partir de ça. F de 1, on va prendre ici J égale 1. Donc A11 F1, A21 F2 jusqu'à AN1 Fn. Plus le suivant. Donc normalement ici on va avoir x2, f de E2. F de E2, on revient à cette formule-là. Ça fait A1 J, c'est-à-dire 2, A1 2 F1, plus A2 2 F2, et on va continuer. Donc là, on va voir cette combinaison linéaire, où il y a les FI de 1 jusqu'à n, qui sont des vecteurs. Les autres quantités sont des éléments de K. Là, on va regrouper les coefficients de chaque vecteur. Si on commence par le vecteur F1, quel est son coefficient? Ici, on va avoir x1 fois A11, il est là. Dans la deuxième expression, on va avoir x2 A12, x2 A12. Jusqu'au dernier ici, le coefficient de F1, c'est xp A1p, xp A1p. Donc c'est ça le coefficient de F1.
On fait la même chose pour F2. On va avoir ici x1, a2, 1. x1, a2, 1. Ensuite, ici, on va avoir x2, a2, 2. x2, a2, 2. Et en dernier, ici, xp, a2p. xp, a2p. Question de tout ça, point F2. Donc ça, c'est lambda 1. Ou bien y1, f1. Là, c'est y de f2. Le dernier, c'est fn. Donc, quel est le coefficient de fn? Ici, on va avoir x1 à n1. x1 à n1. Dans la deuxième expression ici, on va avoir x2. Et le dernier coefficient ici, c'est AN2. AN2. x2 à n2. Ici, dans cette expression-là, le coefficient de fn, c'est xp à np. xp à np. Donc finalement, on a f de x qui s'écrit sous la forme y1 f1, y2 f2 jusqu'à yn fn. Donc les y, ce sont les coordonnées de f de x dans la base formée par les fi, c'est-à-dire la base c. Donc finalement, les coordonnées, y1, là il n'y a pas de 2, les coordonnées y1, y jusqu'à yn de f de x, donc dans la base c, sont les quantités qui sont là. Ça c'est, on a dit c'est y1, celui-là c'est y2, jusqu'à celui-là c'est yn. Donc si on appelle grand y, si on pose grand y, si la matrice des coordonnées de f de x, c'est-à-dire y1, y2 jusqu'à yn, si on appelle y cette matrice-là, c'est une matrice unicolore. Si on appelle donc la matrice de f par rapport aux bases b et c qui sont déjà fixées, cette matrice-là, on l'a définie. On sait qu'il est donné par, là c'est A1, là c'est A1, 2, jusqu'au dernier ici, c'est A1P. Là c'est A2, A2, 1, là c'est A2, 2, jusque là c'est A2P, deuxième ligne. La dernière ligne c'est AN1, AN2, jusqu'à la dernière colonne, c'est ANP. Et on a, si on appelle grand X, si on appelle grand X, la matrice des coordonnées du vecteur X, c'est-à-dire ces coordonnées dans la base de départ B. Donc c'est X1, X2, on va jusqu'à XP. Puisque la base B, il contient P vecteur. Quelle est la relation entre ces trois matrices? Ça c'est une matrice unicolone qui a n lignes. Ça c'est une matrice unicolone qui a P lignes. Ça c'est une matrice du type NP. D'après ce qui est écrit ici, si on regarde cette ligne, on va x1 jusqu'à xp. Et là, on voit les coefficients de la première ligne, ici. Les coefficients de la première ligne. C'est-à-dire cette ligne que multiplie x. Le deuxième coefficient, y2, c'est toujours la matrice grand X que multiplie les coefficients de la deuxième ligne. Jusqu'au dernier ici. Ce sont les coefficients de la nème ligne de la matrice qui multiplient cette matrice-là. C'est-à-dire, on a y1, c'est cette ligne qui multiplie x, y2, c'est la deuxième ligne qui multiplie x, jusqu'au dernier. C'est-à-dire que la matrice grand Y, c'est la matrice M qui multiplie la matrice grand X. Donc, finalement, si on refait le calcul, ça qui multiplie ça, on va retrouver y1. Ça qui multiplie ça, on va retrouver y2 jusqu'à la fin. Ça qui multiplie ça, on va retrouver yn. Donc la relation matricielle entre les coordonnées de l'image
de x et les coordonnées de x lui-même, c'est celle-là. Donc les coordonnées de l'image de f de x, c'est la matrice de l'application f que multiplie les coordonnées de x. Donc c'est tout simplement, on a ce résultat-là, qui fait la relation entre les coordonnées de l'image, les coordonnées du vecteur x et la matrice de l'application f. Donc là, pour calculer l'image d'un vecteur, donc soit on utilise l'application, donc on utilise donc sa forme, ou bien on peut travailler avec les matrices et travailler uniquement avec les coordonnées lorsqu'on a des matrices. Donc là, on arrive à la procédure suivante. L'ensemble Mn de K, l'ensemble des matrices carrées d'ordre n, muni de l'addition et de la multiplication des matrices, est un nano non commutatif. Son élément neutre est la matrice IN, la matrice identité, dont les coefficients sont des delta IJ avec delta II. C'est toujours 1, ici, delta 1, 1, delta 2, 2. Et pour I différent de J, delta IJ est égal à 0. Donc la matrice IN, on l'écrit comme ça en abrégé. Ces coefficients sont des delta J qui vérifient cette formule-là. Les delta IJ, on les appelle les symboles de Kronecker. Donc, pourquoi MNP de K? Donc, pourquoi c'est un nano, muni de l'addition et de la multiplication? Donc, d'abord, c'est quoi un nano? Un nano, donc, c'est un ensemble qui est muni de deux opérations. La première, on la note par 1 plus, et la deuxième, on la note par 1 fois. Donc, dire que c'est un nano, ça veut dire que la première opération, la première loi de composition interne, il est associative, il est commutative, il a un élément neutre, et tout élément, il a un symétrique. La deuxième loi doit être associative, il doit avoir un élément neutre, qu'on note par un 1. Et la deuxième loi, la multiplication, qu'on note par une fois, il doit être distributif par rapport à la première loi. C'est ce qu'on appelle un nano. Donc on sait que Mn de K, donc là, on a Mn de K, c'est MNN. Le nombre des lignes et des colonnes de chaque élément de Mn de K est le même. Donc, l'addition, il est définie dans Mn de K, sans problème. Et on a vu que l'addition dans MNP en général, elle est associative, commutative, et il a un élément neutre, c'est la matrice nulle, et toute matrice, il a une symétrique, c'est la matrice moins A. Donc ça, c'est déjà fait. Il reste à voir avec la multiplication. Qu'est-ce qui se passe? Le produit des matrices de Mn de K, si on prend deux matrices d'ordre n, donc une matrice qui appartient à Mn, c'est-à-dire là on a le même n, et si on prend B, une matrice qui est d'ordre n, donc le nombre des lignes égale le nombre de colonnes, donc A fois B, puisque n, ici on a le même n, donc A fois B est défini, ça va être une matrice de type Nn. Donc la matrice AB, il va être aussi dans MNN. Donc si A et B sont dans Mn, A fois B est aussi défini, c'est une matrice qui appartient à Mn. La même chose pour le produit BA. De toute façon, si on prend deux matrices carrées d'ordre n, le produit A fois B, il est défini, sans problème. Il est défini. Et même plus, il est défini et il appartient à Mn. C'est-à-dire que la multiplication est une loi de composition interne dans Mn de K. Le produit de deux éléments de Mn est aussi un élément de Mn. Ça, c'est une chose. En plus, on a vu que le produit entre les matrices, il est associatif. Donc, il reste associatif dans Mn de K. Donc, la multiplication, il est associative. Donc, il est associative. Il reste à vérifier que la multiplication, il a un élément neutre et que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. La multiplication est distributive par rapport à l'addition, ça c'est déjà vu. On a vu que A qui multiplie U plus V, c'est la même chose que A fois U plus A fois V. Et on a vu que c'est vrai à gauche, c'est aussi vrai à droite. Donc U plus V fois A, c'est la même chose que U fois A plus V fois A.
Donc il reste à trouver un élément neutre. Donc si on prend la matrice, une matrice M, qui a n lignes et une colonne, on va la multiplier par la matrice identité IN. Donc IM fois IN, c'est une matrice qui va avoir n lignes et n colonnes. Les coefficients de cette matrice-là, on va les appeler B et G. B et G. Chaque B et G est de cette forme-là. Si on revient à la formule qui nous donne les coefficients du produit, c'est la somme avec S qui varie de 1 jusqu'à N, de A, I, S, qui multiplie delta S, J. Là, on intercale le S ici entre les deux. Si vous voulez, B et J, c'est le produit de la ligne LI de M fois la colonne J de IN. Donc, cette somme-là, lorsque S varie entre 1 et N, donc à quoi est égal delta SG? Delta SG. Delta SG, on a vu que, on a défini delta SG comme étant égal à 1, c'est S égale J, et 0, c'est S est différent de J. Donc dans cette somme, lorsque S il va varier, le seul coefficient qui va être non nul, c'est lorsqu'on a delta JJ, c'est-à-dire S égale J. C'est-à-dire lorsque S égale J, on va avoir delta JJ. Et là, on va avoir A indice IJ, puisque S est égal à J. Les autres delta SJ, lorsque S est différent de J, sont égaux à 0. Donc il reste ce coefficient-là qui va rester. Et delta JJ, on a vu que c'est égal à 1. Le delta JJ, c'est 1. Donc A et J fois 1, ça donne A et J. Donc finalement, on voit que les coefficients de B et J sont égaux aux coefficients A et J. C'est-à-dire que cette matrice est égale à cette matrice-là. C'est-à-dire M fois IN égale à la matrice M. Et de la même façon, IN fois M, ça va donner la matrice M. C'est vrai à droite, c'est vrai à gauche. Donc de même, on va avoir donc M, IN, pour le même raisonnement, IN fois la matrice M, c'est aussi égal à la matrice M. Donc c'est vrai à gauche, c'est vrai à droite, ce qui veut dire que cette matrice IN, c'est l'élément neutre de la multiplication entre les matrices. C'est l'élément neutre de la multiplication entre les matrices. Donc ça joue le rôle de 1. Le 1 de K, pour les éléments de K, 1 fois K, fois X, c'est toujours X. Pour les éléments, les matrices d'ordre n, IN fois m, ça donne toujours m. Donc le IN, c'est l'élément neutre de la multiplication entre les matrices. Donc finalement, Mn de K, minus de l'addition et de la multiplication, est un nano. Est-ce qu'il est commutatif? C'est-à-dire, est-ce que la deuxième loi, la multiplication, elle est commutative? Non. Donc Mn de K plus, là c'est la multiplication entre les matrices, est un nano, mais qui n'est pas commutatif. C'est un nano d'éléments neutres pour la multiplication de la matrice IN. Et pour l'addition, l'élément neutre, c'est la matrice 0. 0 indice n, qui a n ligne et n colonne. En plus, pour voir que ce n'est pas commutatif, c'est-à-dire la multiplication n'est pas commutative, pour n supérieur ou égal à 2, donc si on prend cette matrice-là, donc là on a au moins 2 lignes, là on va mettre 1 et partout on va mettre 0. Et la matrice B, il a aussi au moins 2 lignes et 2 colonnes, là on va mettre des 0, ici 1, 0. Si on fait le produit A fois B, A fois B, donc on prend les colonnes, on prend les lignes de A, on va les multiplier par les colonnes de B. Donc si on prend cette ligne avec cette colonne, on va voir 1 fois 0 plus des 0. Ça va faire 0. Ensuite, cette ligne, les lignes qui sont ici, ils ne contiennent que des 0. Donc des 0 fois n'importe quelle colonne ici, ça va faire des 0. Donc finalement, la matrice A fois B va nous donner la matrice nulle, puisque tous les coefficients vont être égaux à 0. Si on fait maintenant B fois A, c'est-à-dire on va mettre la matrice A ici, avec 1 ici, des 0. Il a des 0 ailleurs. Si on prend cette matrice-là, la matrice A ici, donc B fois A,
ça va donner la matrice d'ordre n suivante. Donc cette ligne fois cette colonne, donc on a ici des 0, ça va faire un 0. Cette ligne avec cette colonne, donc on va avoir 1 fois 1 plus des 0, on va avoir 1. Ensuite, les autres ici, il y a des 0 dans ces lignes, donc partout ici on va avoir des 0. Ensuite, pour la deuxième colonne, là on a rien que des 0 ici, pour ces colonnes. Fois toutes les lignes qui sont ici, on va avoir des 0, uniquement des 0 ici. On va avoir des 0. Ce qui veut dire que B fois A, ça va donner cette matrice-là qui n'est autre que la matrice B. B fois A, ça va donner la matrice B. Et automatiquement, la matrice B est différente de la matrice nulle. Donc, on a AB est différent, la matrice AB est différente de la matrice BA, puisque là, on obtient la matrice nulle, et BA, on obtient une matrice qui n'est pas nulle. Donc, le produit A fois B est différent du produit B fois A. Donc, en général, le produit des deux matrices, A fois B n'est pas égal à B fois A. Il se peut que pour certaines matrices, on a AB égale à BA, mais ce n'est pas général. Il y a toujours des matrices telles que A fois B n'est pas égal à B fois A. Donc le produit entre les matrices n'est pas commutatif. Donc retenez bien ce résultat. Donc ensuite, on passe à la définition d'une matrice inversible. Donc si on prend M, une matrice d'ordre n, une matrice carrée, donc on va dire qu'il est inversible. S'il existe une autre matrice M' dans Mn de K, telle que M fois M' égale M' fois M égale la matrice IN, la matrice identité, la matrice qui est l'élément neutre de la multiplication. Donc la matrice M', lorsqu'elle existe, elle est unique et on la note M-1. On la note M-1. Donc, par exemple, si on prend la matrice IN, c'est l'élément neutre de la multiplication. Donc IN qui multiplie IN, ça donne toujours IN. Ça donne toujours IN. Puisque IN fois n'importe quelle matrice, ça reste cette matrice. Donc ça signifie que la matrice IN, elle est inversée, puisqu'on a IN fois N', si IN lui-même, est égal à M' fois IN, est toujours égal à IN. Ce qui veut dire que la matrice IN, elle est inversible, et son inverse, c'est IN lui-même. Cette histoire, c'est comme celle de 1. 1 fois 1 égale à 1. 1, il est inversible dans K. Donc la matrice identité est toujours inversible. Donc parmi les matrices inversibles, on a toujours la matrice identité. Un autre exemple pour matrice non inversible, si on fait 0, la matrice nulle, la matrice d'ordre n nulle, fois une matrice quelconque M', c'est égal à cette matrice M' fois la matrice grand 0 indice n, la matrice d'ordre n, donc sont nuls. Ça donne toujours la matrice nulle, 0. Et ça ne peut pas donner la matrice IN. La matrice IN, il contient des coefficients non nuls. Donc ce qui veut dire que la matrice nulle n'est jamais inversible. Donc n'est pas inversible. Donc là, on a l'exemple d'une matrice inversible et on a l'exemple d'une matrice qui ne peut pas être inversible. Ça, c'est d'une part. Ensuite, lorsque la matrice M', lorsqu'il existe une matrice M' qui vérifie ça avec M, on peut voir facilement que M' est unique, c'est-à-dire M ne peut pas avoir deux inverses différents. Pourquoi? Parce que si on a M fois M' est égal à M' fois M égale IN, on a un inverse et on a un autre inverse, M fois M seconde égale M seconde fois M égale IN, forcément M' égale à M seconde. Pourquoi? Parce que si on fait M' est égal à M' fois IN. M' fois IN, puisque IN est la matrice identité.
Donc M' égale M' fois IN. Et ça, c'est égal à M'. IN, c'est égal à M fois M seconde. D'après l'associativité, on ne met pas de parenthèse. Donc M' fois IN. IN, on peut le remplacer par M fois M seconde, par ça. Et en utilisant l'associativité, on a M' fois M, c'est égal à IN. Ça, c'est IN fois M seconde. Et IN fois M seconde, ça donne M seconde. Donc finalement, la matrice M' est égale à la matrice M seconde. Donc là, la matrice inverse de M est une matrice unique. Une matrice ne peut pas avoir plus d'une matrice inverse. Ensuite, le groupe des matrices inversibles d'autres n, on va le noter GLN de K. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va considérer GLN de K. Donc c'est l'ensemble des matrices inversibles. On va considérer l'ensemble qui contient toutes les matrices inversibles. Donc les matrices M qui sont d'ordre n et qui sont inversibles. Telles que la matrice M-1 existe. Donc si on prend cet ensemble-là, c'est on le munit de la multiplication. C'est on le munit de la multiplication. Donc, la multiplication dans cet ensemble-là, il est associative. Il est associative. Il a un élément neutre, IN, il est là, puisqu'on vient de voir que la matrice IN est inversible. Il est inversible. Il appartient à GLN de K. Donc, la multiplication, il a un élément neutre. Et ensuite, donc il a un élément neutre. Et toute matrice qui se trouve ici, si on a une matrice M qui est inversible, sa matrice inverse, elle est aussi dans GLN, puisque c'est M' est l'inverse de M, M est aussi l'inverse de M', d'après cette écriture-là. C'est-à-dire que M' moins 1 égale à M. Lorsque M est inversible, la M' est inversible, son inverse c'est M. C'est-à-dire que M moins 1, le tour moins 1 égale à M. L'inverse de l'inverse de M, c'est M. Et donc, si M est inversible, M moins 1 est aussi inversible. Et il est dans GLN de N. Donc, en résumé, la multiplication est associative dans GLN de K. L'élément neutre de la multiplication trimatrice est dans GLN de K. Et toute matrice M dans GLN de K, il a un inverse. C'est M moins 1. Ce qui signifie qu'on dit que GLN de K est un groupe. On dit c'est un groupe. La loi est associative, il a un élément neutre, et tout élément, il a un inverse. Il a un symétrique par rapport à la multiplication. Une petite proposition, donc soit F qui va donc de E dans F, un endomorphisme, et B, une base quelconque de E, donc un espace vectoriel de dimension finie, on a le résultat suivant. F est bijective si seulement si sa matrice elle est inversible. Et pour calculer l'inverse de M, il suffit par exemple de déterminer F-1 et la matrice de F-1 c'est exactement l'inverse de la matrice de F. Donc, pour comprendre ce résultat-là, on a la chose suivante. Donc, M est une application linéaire bijective. Donc, son application réciproque F-1, elle est aussi linéaire. Et on a F rond F-1 égale F-1 rond F égale à l'identité de E. Si on prend les matrices de ces applications linéaires, on va avoir la matrice de F rond F-1 par rapport à une base fixée B. C'est égal à la matrice de F-1 rond F par rapport à cette base. C'est égal à la matrice de l'identité par rapport à cette base. Donc les matrices de ces trois applications vont être égales. Ce qui donne, on sait que la matrice de la composée, c'est le produit des matrices. Donc là, on a ça, cette matrice fois celle-là. Et la matrice de la composée ici, c'est la matrice de F-1 fois la matrice de F.
Et la matrice de l'identité, on a vu que c'est égal à IN. Ce qui montre que la matrice de F, elle est inversible. Puisqu'on a M fois cette matrice M' égale à M' fois M égale IN. Donc la matrice, cette matrice, elle est inversible. Et son inverse, c'est cette matrice-là. C'est-à-dire que la matrice de F, par rapport à la base B, son inverse au sens des matrices, c'est égal à la matrice de l'application réciproque F-1. Ça aussi, c'est un résultat très intéressant. Donc, si on connaît la matrice de F et on veut calculer l'inverse de cette matrice dans l'espace des matrices, il suffit d'aller connaître F-1, déterminer l'application réciproque F-1 et chercher sa matrice par rapport à la base B. Réciproquement, si la matrice de F, on l'appelle A, si cette matrice-là, elle est inversible et son inverse, c'est A-1. Donc, on définit l'application linéaire. Donc, on a A-1. A-1 est une matrice donc carrée d'ordre n qui va avoir des coefficients qui vont être de la forme donc B11, B21 jusqu'à Bn1. Et là, B12, B22 jusqu'à Bn2. En dernier, ici, on va voir B1n, B2n jusqu'à Bnn. Donc, si on suppose que la matrice de F par rapport à la base B, on l'appelle A. Si on suppose que A il est inversible, donc A-1, cette matrice-là, elle va avoir des coefficients. Ce sont les B et J. On va définir l'application G, on va construire l'application G, donc qui va de E dans E, c'est endomorphile. Dans la matrice par rapport à la base B, c'est A-1. C'est-à-dire, si on a ici E1, ici, le vecteur de la base B, F de E1, F de E1, plutôt G de E1, il va avoir pour coordonner dans la base B ces coefficients-là. C'est-à-dire, G de 1 va être égal à B11, E1, plus, jusqu'à la fin, E2. G de E2 va être égal, va avoir la deuxième colonne comme colonne des coordonnées. Donc on va avoir B1, BN2, E2 jusqu'à BN2, EN. Donc ça va être les coordonnées de J de E1, les coordonnées de J de E2, et là les coordonnées de G de EN. Cette application G, ça c'est sa matrice, donc ça va être une application linéaire. Donc on considère l'application linéaire G dans la matrice par rapport à la base B, c'est la matrice A-1. Et puisqu'on a le résultat, donc on a F, il va de E dans E. G aussi, il va de E. G, il va de E dans E. Là, on prend F, là, on prend G. Maintenant, si on cherche la matrice de F rangée. La matrice de F rangée par rapport à la base B, d'après ce qu'on vient de voir, c'est la matrice de F fois la matrice de G. La matrice de F, c'est A. La matrice de G, c'est A-1. Et on sait que A fois A-1, c'est IN. De la même façon, la matrice de G rang F, c'est la matrice de G fois la matrice de F. Donc c'est A-1 fois A. C'est aussi égal à IN. Donc la seule application dans la matrice IN, c'est la matrice identité. Donc la matrice de G rang F, c'est la même chose que la matrice de l'identité. Ça veut dire que cette application-là et celle-là sont égales à la matrice identité. Ce qui signifie que l'application F, et là, une application réciproque. Elle est bijective et son application réciproque, c'est l'application G. C'est-à-dire que F-1, c'est l'application G.
Donc finalement, donc, on a f est bijective si seulement si sa matrice elle est inversible. Donc on peut donc les propriétés qu'on a entre les applications, on peut les traduire par des propriétés sur les matrices. Donc un petit exemple, soit l'application linéaire f qui va de R3 dans R3 définie de cette façon-là. À chaque triplet, on lui associe ce triplet-là. Il est facile de vérifier que f est linéaire et on va essayer de voir est-ce que f est bijective. Donc on va écrire f de x, y, z égale à un triplet u, v, w et on va essayer est-ce qu'on peut exprimer x, y, z en fonction de u, v, w. Donc ça c'est équivalent. C'est équivalent à dire que cette quantité-là égale à u, v, w, c'est-à-dire que ça c'est u, ça c'est v et ça c'est w. Donc ce qui est équivalent à ce système-là. U c'est x plus y, v c'est y plus z, w c'est z plus x. Essayons d'exprimer x, y, z en fonction de u, v, w. Là, si on fait, donc ça, normalement c'est un système linéaire. Si on considère que x, y, z sont les inconnus, c'est un système linéaire à 3 inconnus et 3 équations. Donc par la méthode de Gauss qu'on a vue au début du semestre 1, donc on peut le résoudre facilement. Mais là, si on fait u moins v plus w, donc u moins v, donc le y il va s'en aller, il reste x moins z plus w, c'est-à-dire plus x plus z, x moins z plus x plus z reste 2x. Donc tout de suite on peut exprimer x en fonction de u, v, w. Une fois on a x, on remplace ici x pour avoir z en fonction de u, v, w. Et lorsqu'on a z, on remplace ici pour avoir y. Donc finalement on trouve cet équivalent. Donc le x c'est la moitié de u moins v plus w, c'est égal à ça. On remplace dans les autres, donc on a y et on a z. Ce qui est équivalent à écrire que le triplet x, y, z égale au triplet formé par ces quantités-là. Et ces quantités-là, donc c'est exactement ce triplet, c'est f moins 1 de u, v, w. Donc on avait f de x, y, z égale u, v, w. Par cette équivalence-là, on a trouvé que x, y, le triplet x, y, z est une fonction g de u, v, w. Donc g de u, v, w, c'est le triplet formé par ces 3 composantes. Et ça signifie que f elle est bijective et son application réciproque c'est g. Pourquoi? Parce que si on fait f rangé de x, de u, v, w, ça va faire f de g de u, v, w, c'est-à-dire f de x, y, z. f de x, y, z. Et f de x, y, z, ce n'est autre que u, v, w. Donc cette application f rangée appliquée à u, v, w, ça donne u, v, w. C'est-à-dire que f rangé égale l'identité. Donc f rangé, c'est égal, c'est l'application identité de E. On fait la même chose, si on fait g rang f, on va trouver que c'est l'identité. C'est-à-dire que l'application g qui est là, ce n'est autre que l'application f moins 1. Ainsi, f est une application bijective et sa matrice, donc pour avoir la matrice, donc sa matrice, donc A, donc c'est cette matrice-là, elle est inversible. Et l'inverse de cette matrice-là, donc A-1, c'est égal à la matrice de F-1. La matrice de F-1, on regarde ici. Ici, par quoi on a multiplié U, V, W? On l'a multiplié par 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, on a multiplié U, V, W, la colonne U, V, W par 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi. Et pour la troisième ligne, on va voir moins 1 demi, 1 demi,
1 demi. Et donc, on a cette matrice-là, donc c'est la matrice de f-1, et c'est égal à l'inverse de A. Ou bien, si vous voulez, on revient ici. Ici, on va calculer, pour avoir la matrice A-1, on calcule f-1 de 1, 0, 0. Ensuite, f-1 de 0, 1, 0. Et ensuite, f-1 de 0, 0, 1 pour avoir la matrice dans la base canonique. Ensuite, donc, on va définir ce qu'on appelle matrice de passage d'une base à une autre. Donc, soit E un espace vectoriel de dimension n sur K. Donc, on va choisir, on va donc fixer deux bases de E, une base qu'on appelle B formée par les EI, une base B' formée par les EI'. Donc, deux bases de E. Donc, si on prend les vecteurs de la base B', les vecteurs de la base B' sont des éléments de E. Puisqu'ils sont des vecteurs de E, donc on peut les écrire dans la base B. Et donc, il va exister des coefficients qu'on va appeler des alpha ij, tels que, donc E1', il va s'écrire dans la base B, comme combinaison linéaire de E1, E2 jusqu'à En. Donc les coordonnées de E1', on va les appeler alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Et on va ajouter un deuxième indice pour préciser que ces coefficients ils correspondent à E1'. Ce deuxième indice, on va l'écrire ici en deuxième position. Parce qu'après, on va écrire ces coefficients sous la forme d'une colonne. E2', on va avoir la même chose, alpha 1, E1, alpha 2, E2 jusqu'à alpha n, En. Et là, on rajoute un 2 ici pour préciser les coefficients de E2'. Jusqu'à En', donc on va avoir alpha 1, n, E1, alpha 2, n, E2 jusqu'à alpha n, En. Donc si on écrit ces coefficients, donc alpha 1, alpha 2, 1, jusqu'à alpha n, 1, les coefficients, les coordonnées de 1', on l'écrit sous la forme d'une colonne. La deuxième colonne, on va avoir alpha 1, 2, alpha 2, 2, jusqu'à alpha n, 2. Ici, en dernier, les coordonnées de 1', on va avoir alpha 1n, alpha 2n, jusqu'au dernier, alpha n, n. Donc, on obtient là une matrice carrée d'ordre n. Cette matrice, on l'appelle la matrice de passage de la base B à la base B'. Donc, la matrice formée par les alpha ij, on l'appelle la matrice de passage de la base B à la base B'. Et en fait, cette matrice-là, c'est la matrice identité de la base B' à la base B. Pourquoi c'est la matrice identité de l'identité? Parce que lorsqu'on fait l'identité de E1', donc si on revient ici en arrière, donc ça, E1', c'est égal à l'identité, l'application identité de 1'. L'image d'un vecteur, c'est lui-même, donc l'identité indice E. Donc l'identité de E1, c'est E1', c'est E1', et E1' dans la base B, ces coordonnées sont les alpha ij qui sont ici. On les a écrits sous forme d'une colonne. Donc, cette matrice-là, c'est en fait la matrice de l'application identité. Et là, on a pris les images des vecteurs de la base B', c'est-à-dire l'identité, par rapport à la base B' au départ, et on a exprimé ces vecteurs dans la base B. C'est-à-dire à l'arrivée, ici, on a pris la base B. Donc la matrice de passage, tout simplement, on prend les vecteurs de la deuxième base, on les écrit dans la première et on écrit leurs coordonnées sous forme de colonne. Ou bien on dit que c'est la matrice de l'identité par rapport à la base B' au départ et la base B à l'arrivée. Ce sont les images par l'identité des EI' exprimées dans la base B, formée par les EI. Donc cette matrice, donc la jème colonne
de cette matrice-là est formé par les composantes, c'est-à-dire par les coordonnées de EJ' dans la base B. C'est ce qu'on appelle la matrice de passage de la base B à la base B'. Donc un petit exemple, soit E, l'espace R3, et on prend comme base B formée par les vecteurs E1, E2, E3, les vecteurs de la base canonique. On va prendre une autre base B' formée par les vecteurs E1', E2', E3'. Donc il est facile de vérifier que E1', E2', E3', ça forme une base de R3. On voit tout de suite, au lieu d'aller calculer les coordonnées de ces vecteurs, on voit tout de suite que E1', c'est-à-dire ce vecteur-là, c'est la somme E1 plus E2 plus E3. On va avoir 1 partout. C'est la somme. E2', donc il faut faire la somme E1 plus E2. E1 plus E2. E3', c'est 1, 0, c'est tout simplement E1. C'est le vecteur E1. Quelles sont les coordonnées de 1' dans la base B? Ils sont 1, 1, 1, 1, 1, 1. Les coordonnées de E2', c'est 1 point E1 plus 1 point E2. 1, 1, 0. Les coordonnées de E3' sont 1 point E1 plus des 0. Donc ça fait 1, 0, 0. Donc la matrice de passage de la base B à la base B', c'est celle-là. Et après, on peut aller chercher la matrice de passage de B' à B. Donc ça va donner notre matrice. Donc quelques remarques concernant la matrice de passage. Donc en fait, la matrice de passage B, c'est la matrice de l'endomorphisme U par rapport à la base B. Avec U, c'est l'endomorphisme qui est défini de cette façon-là. Donc, si on définit U, si on considère l'endomorphisme U, qui est défini comme ça. U de E1, c'est E1', U de E2, c'est E2', jusqu'à U de En, c'est En'. Ainsi, on définit un endomorphisme. Donc, cet endomorphisme, sa matrice par rapport à la base B. Donc, la matrice de U par rapport à la base B, qui est définie de cette façon-là. Donc, pour avoir cette matrice, donc il faut écrire les images par U des vecteurs de B. Donc, les vecteurs de B sont E1, E2 jusqu'à En. Donc, il faut calculer U de E1, et U de 1, c'est E1'. Et ensuite, E1', il faut écrire ses coordonnées dans la base B. C'est-à-dire, ici, on va avoir les alpha I, J. La même chose pour U de E2. Donc, en fin de compte, la matrice de passage, c'est la matrice de cet endomorphisme, définie comme ça, dans la base B. Donc là, on a trois façons de voir la matrice de passage. Deuxième remarque, la matrice de passage, on a dit que c'est la matrice de l'identité par rapport à la base B' au départ et la base B à l'arrivée. Et puisque l'application identité il est bijective, donc la matrice P va être une matrice inversible. Donc une matrice de passage est toujours une matrice inversible. Et son inverse, ça va être la matrice de l'inverse de l'identité. L'inverse de l'identité, c'est toujours l'identité. Seulement là, il faut inverser les bases. Donc P-1, ça va être la matrice de l'identité. Mais au lieu d'aller de B' à B, on va de B dans B'. Donc de B dans B'. Donc la matrice, première remarque, la matrice de passage est toujours une matrice inversible, puisque l'identité est une application bijective. Et l'inverse de P, c'est la matrice de l'identité de la base B à la base B'. Donc l'identité, lorsqu'on va de E dans E, par l'application identité, là on fixe la base B' et là on fixe la base B. L'inverse, l'application réciproque de l'identité, ça va être l'identité. Mais l'identité de E dans E, par rapport à la base B au départ et la base B' à l'arrivée. C'est ce qu'on a écrit ici. Ensuite, si on prend X, un vecteur de E, ce vecteur, il va s'écrire dans la base, il va avoir des coordonnées dans la base B, il va avoir des coordonnées dans la base B'.
Ces coordonnées dans la base B, on va les appeler x1 jusqu'à xn. Ces coordonnées dans la base B', on va les appeler x1' jusqu'à xn'. On considère, ou bien on pose grand X, c'est cette matrice-là. Donc c'est la matrice des coordonnées de x dans la base B. Et x', c'est cette matrice-là. C'est la matrice des coordonnées du vecteur x dans la base B'. Hein. Le vecteur x est toujours le même, mais ses coordonnées par rapport à chaque base, ils vont changer. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc x, on sait qu'il s'écrit, donc somme de 1 jusqu'à n, xj', ej'. Chaque ej', il s'écrit dans la base B de cette façon-là, avec les alpha et j sont les coefficients de la matrice de passage, d'après ce qu'on a vu avant. Dans cette combinaison ici, lorsqu'on multiplie xj' par ce vecteur-là, donc le xj' va être entré ici à l'intérieur, donc dans cette somme-là, et là on a une double somme. Donc on peut faire la somme en faisant varier i et ensuite j, ou bien en faisant varier i et ensuite j, puisque l'addition elle est commutative et associative. Donc cette somme en faisant varier j, varier i et ensuite varier j, c'est la même chose que si on fait varier j, ensuite varier i. Seulement, il faut faire entrer ce coefficient ici à l'intérieur. Et lorsqu'on fait entrer ce coefficient à l'intérieur, donc là, on va avoir sigma sur g et sigma sur i, xj', alpha ij, ei. Et là, les indices, la somme sur i, là, la somme sur g. Mais puisque l'addition est commutative et associative, on peut écrire ici la somme sur i et ensuite sur la somme sur g de ces quantités-là. Et lorsqu'on fait comme ça, lorsqu'on fait la somme sur g, le i ne dépend pas de g. Donc on peut le faire sortir à l'extérieur. Écrire ici la somme et là on l'écrit ici. Ce qui varie avec g, on l'écrit ici à l'intérieur. Donc la somme. Et lorsqu'on fait cette somme-là, donc point le vecteur EI, point le vecteur I, et ensuite on fait la somme sur I. Là, la somme de I égale à 1 jusqu'à n des ces coefficients fois EI. Donc ces coefficients-là, c'est quoi? D'après l'unité d'écriture d'un vecteur dans une base de données, ce ne sont que les coordonnées x et les coordonnées du vecteur x dans la base formée par les EI. C'est-à-dire cette somme-là, c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à n de x et EI, et chaque coefficient ici est égal à x et. C'est-à-dire, pour tout i entre 1 et n, on a cette somme, la somme de j égale à 1 jusqu'à n de alpha i j xj', c'est x et. Cette écriture-là, on va la transformer sous forme d'écriture matricielle. Ce xi, si vous voulez, c'est là c'est j qui varie, donc le i il est fixe, donc le coefficient j, donc le j il est fixe, donc ça si vous voulez ça va nous donner. Donc si on fait le produit de cette matrice, la matrice de passage, par la matrice colonne des coordonnées de x dans la nouvelle base. Donc là, si on prend les coordonnées x1' jusqu'à xn', si on prend cette matrice-là, la matrice des coordonnées de x dans la base B', ça on l'appelle x'. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc alpha i1 x1', donc x1' multiplié alpha i1. Ensuite, on va avoir alpha i2 qui multiplie x2'. C'est-à-dire, ce produit-là, c'est le produit de la ligne I de la matrice de passage fois cette matrice-là. C'est-à-dire,
Si on prend le xi, il est là. Si on prend les coefficients de la ligne li, si on multiplie par cette matrice unicolone, on obtient xi. Ce qui veut dire que la matrice unicolone formée par les xi est égale à la matrice P fois la matrice unicolone des coordonnées de x dans la base B'. Donc on obtient finalement cette écriture matricielle. Grand X, la matrice des coordonnées de x dans l'ancienne base, égale la matrice de passage de la base B à la base B' fois la matrice des coordonnées de x dans la nouvelle base. Ça, on peut l'écrire de façon équivalente en multipliant par P-1 à gauche, donc P-1 fois x, égale à P-1 fois P qui est l'identité qui redonne x. Donc on obtient x' en fonction de x. Donc si on a les coordonnées dans l'ancienne base et on veut les coordonnées dans la nouvelle, on utilise cette formule-là. On cherche P-1 fois x, on obtient x'. Si on a les coordonnées dans la nouvelle base et on veut les coordonnées dans l'ancienne base, on utilise cette formule-là. P fois x', ça va donner les coordonnées dans l'ancienne base. Ensuite, donc on a la chose suivante, donc soit F un autre espace vectoriel de dimension P sur K. Donc là, on va considérer un espace vectoriel E et on va considérer un espace vectoriel F. Et on va considérer une application linéaire U entre E et F. Là, on va fixer une base B, une base B'. On va prendre deux bases dans l'espace d'arrivée. Là, on va prendre deux bases C et une autre base C'. On va considérer quatre bases. Deux des bases de E et deux des bases de F. On peut parler de plusieurs choses. Donc, on peut parler de la matrice de l'application U par rapport à la base B au départ et la base C à l'arrivée. Cette matrice, on peut l'appeler M. On peut parler de la matrice de U, mais cette fois en allant de B' et en arrivant à C' par rapport à B' et C'. On peut, donc cette matrice, on l'appelle M'. On peut aussi considérer la matrice de U par rapport à la base B, C'. Et on peut considérer la matrice de U par rapport à la base B', C. Donc il y a plusieurs choses dont on peut parler. Et pour l'instant, donc on considère ces deux matrices. Et on a la matrice de passage de la base B à la base B'. Lorsqu'on est dans E, cette matrice, on peut l'appeler la matrice P. On a aussi la matrice de passage de la base C à la base C'. Cette matrice, on va l'appeler Q. On l'appelle Q. Donc, on a ces quatre matrices. Y a-t-il une relation entre ces quatre matrices? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que on a, donc si x est un vecteur de E, et si grand X est la matrice des coordonnées du vecteur X dans la base P. Et x', la matrice des coordonnées de X dans la base B'. Donc l'image de X par l'application U, c'est un vecteur de E. Donc il va avoir des coordonnées. Donc il va avoir la matrice de ces coordonnées par rapport à la base C. Et U de X va avoir des coordonnées, la matrice des coordonnées par rapport à la base C'. Donc d'après les formules qu'on a vues tout à l'heure, on a la matrice des coordonnées de X dans l'ancienne base égale à P fois X'. X', les coordonnées de X dans la nouvelle base. La même chose pour F pour U de X. Les coordonnées de U de X dans l'ancienne base, c'est Y, c'est égal à la matrice de passage de C fois les coordonnées dans la base, la nouvelle base, c'est-à-dire Q fois Y'. Donc à partir de cette formule-là, on peut
calculer y' en fonction de y. Donc y', là on multiplie par q moins 1 à gauche, il reste q moins 1 y égale à l'identité fois y', c'est-à-dire y' égale à q moins 1 fois y. Ça c'est d'une part. D'autre part, on connaît la relation entre les coordonnées de l'image et les coordonnées du vecteur. Donc c'est grand X, c'est la matrice des coordonnées de X, et grand Y, c'est la matrice des coordonnées de son image. Et M, c'est la matrice de l'application U entre la base B et C. Donc on sait que grand Y est égal à grand M fois X. La même chose lorsqu'on travaille avec B' et C', on a Y', c'est M' fois X'. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc on obtient donc Y', on a dit Y', donc c'est égal Y', c'est égal Q moins 1 Y, et c'est égal Q moins 1, le Y, c'est MX, Y c'est MX, donc ça c'est produit entre des matrices, et ça donc c'est égal à Q moins 1, Q multiplie la matrice M, grand X on peut le remplacer par P, X'. Donc ici on a une relation entre Y' et X'. Donc Y' égale à cette matrice fois X'. Et on a Y' est aussi égal à M' fois X'. D'où cette matrice-là n'est autre que la matrice M'. C'est-à-dire que la matrice M' est égale à Q moins 1, Q multiplié M, Q multiplié P. Donc ça c'est la relation qui lie les quatre matrices. La matrice de passage de la base B à la base B', Q, la matrice de passage de la base C à la base C', M, la matrice de l'endomorphisme par rapport aux anciennes bases, et M', c'est la matrice de l'endomorphisme, du morphisme par rapport aux nouvelles bases. Je répète, M, c'est la matrice de U par rapport aux anciennes bases, B et C, et M', c'est la matrice du morphisme qui va de E dans F par rapport aux nouvelles bases. Donc, comme cas particulier, donc on vient de voir que M', donc c'est égal à Q moins 1, M'. Donc c'est une formule qu'on essaie d'apprendre, sinon on peut la retrouver sur des brouillons, comme je viens de faire tout à l'heure. Donc là, pour essayer de s'en rappeler un peu, donc là on a M', puisque le prime ici, il est là. Donc tout de suite là, on va écrire le moins 1. M', et là le moins 1, au début. Et là, le M', c'est la matrice par rapport aux nouvelles bases, donc ça, c'est la matrice de l'espace donc d'arrivée Q. Et le reste, donc au milieu c'est M, et là c'est P. Donc comme cas particulier, si E est égal à F, c'est-à-dire U est un endomorphisme, et c'est la base C est la même chose que la base B, et B', c'est la même chose que la base C'. Dans ce cas-là, la matrice de passage de la base B à la base B', c'est la même chose que la matrice de passage de la base C à la base C', c'est-à-dire Q égale P. Q égale P. Donc cette formule-là, elle se réduit à celle-là. Il se réduit à celle-là. M' égale à P moins 1 M P. Dans ce cas particulier. Donc un petit exemple tout de suite. Donc soit U, l'application qui va de R carré dans R3, qui a à chaque couple A, B associé ce triplet là. Donc ça c'est une application linéaire, c'est facile à vérifier. Donc dans R carré, on va considérer la base B', formée par les vecteurs 1', E2'. C'est une base de R carré qui est donnée par ces formules. E1' c'est 1 moins E2, E2' c'est E1 plus E2. Il est facile de voir que E1', E2' est une famille libre, parce que si on fait alpha, E1' plus bêta, E2', ça va faire alpha plus bêta E1, plus moins alpha plus bêta E2. Lorsqu'on écrit que ça c'est égal à 0, on va avoir alpha plus bêta égale 0, alpha moins bêta égale 0, c'est-à-dire alpha égale bêta égale 0.
Et comme on a deux vecteurs, donc c'est une base de R carré. Et ensuite, E1, E2, c'est la base canonique de R carré. Et donc F égale à R3, on prend les trois, la famille C formée par F1, F2, F3, c'est la base canonique, tout simplement. Et on prend C', la base formée par les vecteurs F1', F2', F3'. Ça, on a déjà vu que ça c'est une base de R3. Donc là, on a quatre bases. Deux bases de R carré et deux bases de R3. F1', donc, on a déjà vu que c'est égal à, en fonction de F1, F2, F3 est donné par ça. Donc là, on peut d'abord donner la matrice de U par rapport à la base B de R carré, la base canonique, et la base C de R3, la base canonique. Donc on peut donner cette matrice tout de suite. Donc il faut calculer les images des vecteurs de B, les exprimer dans la base C. Donc B il contient les vecteurs les vecteurs de la base canonique, donc E1 c'est 1, 0. On calcule U de 1, 0. U de 1, 0, ça fait 1, 0, 1, moins 0. Donc ça fait 1, 0, 1. 1, 0, 1 dans la base canonique de R3, c'est tout de suite, ces coordonnées, c'est 1, 0, 1. Ensuite, on calcule U de E2. E2, c'est 0, 1. Le deuxième vecteur de la base canonique. Donc U de 0, 1, ça fait 0, 1, 0, moins 1. Donc ça fait 0, 1, moins 1. Ça fait 0, 1, moins 1. Ça, c'est la matrice de U dans la base, par rapport aux bases B et C. Si on veut la matrice de passage, donc là, on fait la matrice de passage de la base B à la base B'. Tout de suite, il faut prendre les vecteurs de la nouvelle base et l'exprimer dans l'ancienne base. Donc on a tout de suite E1', ses coordonnées, c'est 1, moins 1. Ensuite, E2', ses coordonnées, c'est 1, 1, puisqu'il s'écrit 1, E1 plus E2. Là aussi, on a la matrice de passage Q, de la base C à la base C'. Donc, il faut prendre les éléments de C', les vecteurs C', et les écrire dans la base canonique. Donc, tout de suite, 1, 1 dans la base canonique, il s'écrit, donc ses coordonnées, c'est 1, 1, 1. Les coordonnées F2', c'est 1, 1, 0. Les coordonnées F3', donc c'est 1, 0, 0. Là, c'est parce qu'on travaille avec la base canonique. Donc ça c'est 1. Donc là, il nous faut la matrice maintenant de U par rapport à la base C et la base B' et la base C', ou nouvelle base. Donc ça, c'est d'après ce qu'on vient de voir. Ça va faire Q-1, Q-1, Q multiplié M, cette matrice qu'on appelle M, Q multiplié la matrice P. Il faut calculer ce produit. On a la matrice P, on a la matrice M, et il reste à déterminer Q-1. Donc pour calculer Q-1, donc on calcule Q-1 soit par la méthode de la matrice échelonnée, soit on exprime les FI en fonction des FI'. Donc on exprime les FI en fonction de FI'. Par exemple, si on veut F1, c'est le triplé 1, 0, 0. Donc, pour exprimer en fonction de ces vecteurs-là, on voit tout de suite que c'est égal à F3'. Donc, c'est égal à F3', F3'. Donc, ces coordonnées dans la base B', c'est 0, F1', plus 0, F2', plus 1, F3'. Donc, ça, c'est pour la première colonne de Q-1. On va voir 0, 0, 1. Ensuite, F2. Donc, normalement, il faut écrire F2 égale à alpha F1' plus bêta F2' plus gamma F3' et faire, on va avoir un système, on le résout. Mais là, on peut facilement exprimer
Donc F2, si on regarde F2, là on a 1, il est 0. 1, il est 0. Donc si on fait ça, moins ça. F2' moins F3'. Donc là on va avoir un 0, 1, 0. Donc en fait c'est F2' moins F3'. Donc les coordonnées de F2 dans la base B', ça va faire 0 F1' tout de suite, plus 1 F2', plus moins 1 F3'. Donc la deuxième colonne de Q-1, ça va faire 0, 1, moins 1. Ensuite, on a besoin de F3 en fonction de F1', F2', F3'. Donc si on fait F1' moins F2', donc si on fait F1' moins F2', on va avoir le triplet. Donc F1', on va avoir le triplet 0, 0, 1, qui est F3, le troisième vecteur de la base canonique. Donc les coordonnées, ici on va avoir 0, F, 0, F1', moins, c'est-à-dire plus moins 1, F2', plus F3', plus F3'. Donc là, ça veut dire que la matrice Q-1, on va la voir après. Donc Q-1 tout de suite. Q-1, c'est égal à la matrice. Donc la première colonne, c'est 1, 0, 0, 1. La deuxième colonne, c'est 0, 1, moins 1. Et la troisième colonne, c'est 1. Donc on a dit la première ici, ça fait 0, 0, 1. Ensuite, 0, 1, moins 1. Et là, on a dit, on fait... Ah, c'est F1, c'est pas F3, donc c'est un F1. Donc là, ça fait 1. Ça fait 1. Et là, ça fait 1, 0. Donc là, ça fait... on a dit 0. Donc 0, 0, 1, 0, 1, moins 1, et là on va avoir 1, moins 1, moins 1, 0. Ça c'est la matrice Q-1. De toute façon il faut faire attention aux erreurs de calcul, donc M-1, Q-1 il est là. Donc il reste à calculer N', donc on a dit c'est Q-1 fois M fois P. On fait le calcul, on trouve cette matrice là. Ce qui signifie là, donc signifie que U de 1' égale à 2 F1' moins 3 F2' plus 2 F3'. Et U, donc cette matrice-là, ça signifie que si on veut F de 1', c'est-à-dire l'image des vecteurs de B' dans la base C'. Donc ça c'est tout simplement 2 F1' moins 3 F2' plus 2 F3'. Et là, E2', ça va faire 0 F1' plus 1. Et U de E2', ça va faire 0 F1' une fois F2' plus 0 F3'. C'est-à-dire U de E2' est égal à F indice 2'. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on arrête.